Salut à tous, c'est Ben, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pas courte. Ça faisait longtemps que je n'avais pas traité de la BetClick Elite et pourtant aujourd'hui c'est le bon moment. Nous sommes début septembre et qui rime avec début septembre dit bientôt la rentrée et bientôt la reprise pour les clubs de BetClick Elite puisque le championnat redémarrera le 16 septembre. Alors, c'est exactement le bon moment, le timing parfait pour commencer une preview des différentes équipes. Ce que je vous propose, c'est de sortir 3 vidéos dans lesquelles je vais me prononcer et présenter les 18 clubs qui composent aujourd'hui la BetClick Elite. Alors je vais commencer sur cette vidéo par traiter du premier tiers, c'est-à-dire les équipes que je vois moi plutôt en haut du tableau. Dans la seconde vidéo, je vais m'intéresser plutôt aux équipes entre la 6e et la 12 ou 13e place, donc en gros un panel d'équipes qui devraient pouvoir lutter pour les playoffs. Et enfin, dans le dernier tiers, la troisième vidéo, eh bien, je m'intéresserai, malheureusement pour elle, aux équipes qui devraient, selon moi, se battre pour le maintien. Car vous le savez, la nouveauté de cette année, c'est qu'il n'y aura pas 2, mais bien 3 équipes qui, à l'issue de la saison, descendront en problème. Allez, sans surprise, je m'intéresse à l'AS Monaco. Et oui, sans surprise, puisque l'AS Monaco, c'est tout simplement le champion en titre. Le champion en titre, mais aussi le club qui a les plus gros moyens de ce championnat de France. Alors, vous le voyez, l'effectif de Monaco, qui était déjà très dense l'année passée, s'est encore étoffé. Nous avons une pléiade de joueurs français qui ont porté le maillot de l'équipe de France, qui a rejoint Monaco. On peut citer à l'appel Thierry Tarpey, Mamjete et Peter Corneli notamment. Mais la tête d'affiche de ce mercato, ce n'est pas des Français, mais c'est bel et bien un Américain qui se prénomme Kemba Walker. Si vous suivez la NBA, ce nom vous dit forcément quelque chose. Kemba Walker a porté les couleurs de la sélection américaine lors des JO, mais il a aussi et surtout fait une très longue et grosse carrière NBA en étant multiple All-Star. Un effectif qui, encore une fois, est toujours plus rocambolesque et encore plus dense. Forcément, quand on voit ce roster-là, comment ne pas préjuger du fait que Monaco figurera parmi les 2 premières places? Je le rappelle, Monaco dispute l'Euroleague et avec un effectif légèrement moins dense l'année passée, Monaco a terminé sans grande difficulté à la première place et a été champion de France. Avec cet effectif-là, toujours piloté par Sacha Obradovic, difficile de sortir Monaco d'un potentiel top 2 en championnat. En termes de joueurs clés, forcément, nous aurons toujours Mike James, qui était bien la star de cette équipe de Monaco sur les 2 dernières saisons, mais j'ai aussi décidé de mettre Kemba Walker. Alors Kemba Walker, on ne sait pas vraiment s'il jouera énormément en BetClick Elite, il devrait surtout être préservé pour l'Euroleague, surtout que c'est un joueur qui n'a pas joué depuis plus d'1 an et demi et on sait qu'il peut avoir des problèmes de genoux, mais je le mets aussi dans les joueurs clés, c'est pas forcément toujours positif, et ça fait partie également des interrogations sur la gestion que va devoir faire Sacha Obradovic de son effectif, c'est comment faire cohabiter des joueurs aussi forts sur le bas court, puisque, vous l'avez vu dans le roster, il y a Mike James, mais aussi Kemba Walker, Jordan Lloyd, qui sera blessé en début de saison, Matthew Strazel, qui a fait une très bonne fin de saison dernière, et toujours Elie Okobo, ce qui nous donne 4-5 joueurs de très haut et très gros niveau sur les lignes arrière. Et quand tu mets un Mike James, qui peut parfois être un peu une tête dure, avec un Kemba Walker qui vient avec un statut de multiple All-Star NBA, on peut se demander vraiment comment Sacha Obradovic va pouvoir gérer un peu tous ces égos-là. Surtout que nous avons d'autres joueurs à côté, comme Elie Okobo, il n'est pas venu pour cirer le banc, le coco, bien sûr. Ça reste un gros joueur d'Euroleague et il l'a montré en fin de saison dernière quand Mike James a été suspendu par le club. Donc voilà, dans les joueurs clés, dans les secteurs clés, j'ai mis Mike James et Kemba Walker puisque c'est un peu sur ces deux-là que va se cristalliser, on va dire, l'attention, les temps de jeu et que si par malheur ça se passait mal, eh bien peut-être que c'est tout le collectif et l'ambiance d'équipe qui pourrait en pâtir. Et donc pour moi, c'est vraiment les 2 joueurs clés de Monaco à surveiller. En termes d'interrogation, parce que Monaco a certes un très gros roster, mais ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des interrogations. J'en ai cité effectivement la gestion de l'effectif par Sacha Obradovic, la motivation aussi, quand on sait qu'on va jouer en Serbie, en Grèce, sur les parquets de l'Étoile Rouge de Belgrade, de l'Olympiakos, du Real Madrid ou de Barcelone en semaine, eh bien aller jouer, avec tout le respect que j'ai pour ces équipes, face à Gravelines ou le Portel le week-end,
on peut se dire que la motivation ne sera pas tout à fait là. Surtout pour des joueurs comme Mike James ou encore une fois Kemba Walker. Ça aussi, ça va être un point assez important à Sasha Obradovic de gérer et de pouvoir motiver ses troupes. Et enfin, par rapport justement à l'année dernière, j'ai parlé d'un roster qui a été assez dense. Maintenant, parlons un peu plus tactique et parlons un peu plus basket. Nous avons vu, et notamment en Euroleague, qu'un des points faibles que pouvait avoir cette équipe de Monaco, eh bien, c'était l'adresse à 3 points qui leur a cruellement fait défaut en play-off et notamment en Euroleague. Eh bien, quand on regarde les ajouts qu'a fait Monaco avec son recrutement, on a vu que ça a pas mal recruté sur le secteur intérieur. Ça a recruté un autre role player qui est Terry Tarpey, mais pas énormément de gâchettes à 3 points. En termes de motifs d'espoir, si on peut parler de motifs d'espoir, parce que Monaco devrait normalement rouler sur la concurrence, eh bien nous avons un effectif toujours plus large, capable de pallier à des blessures. On rappelle qu'il faut 5 joueurs sur le terrain en même temps. Monaco a un effectif surdimensionné avec 14 joueurs qui pourraient être titulaires dans n'importe quelle équipe de Betclic Elite. Donc Sasha Obradovic va avoir du choix. Du choix certes, mais aussi de la continuité. Et ça, on sait que c'est un point très important pour les équipes, et notamment pour construire le collectif. Monaco a conservé une très grosse base de son effectif et a ajouté par à-coup des pièces qui normalement sont censées amener une plus-value. Et enfin, en dernier motif d'espoir, on peut parler d'une raquette un peu plus dense. C'est vrai, l'année dernière, il n'y avait que 2 pivots qui jouaient à Monaco. Donatas Motijunas et Donta Hall, puisque on peut le dire, Yohan Makoundou n'a quasiment pas joué la saison dernière. Eh bien, cette fois-ci, cette année, Monaco est également allé chercher Mam Jete et pourra aussi compter sur un Peter Corneli qui peut jouer aussi bien sur le poste 4 que sur le poste 5. Monaco a une raquette encore plus dense. Intéressons-nous maintenant à l'Asvel qui a perdu son titre l'an passé au détriment de l'AS Monaco. Les champions en titre qui étaient alors l'Asvel se sont fait éliminer par le grand Boulogne-Levallois de certains Victor Wembanyama. Alors, l'Asvel, regardons tout de suite le roster et le recrutement. Car oui, l'Asvel a un peu moins fait dans la continuité que l'AS Monaco, quoique, mais voilà, l'Asvel a recruté, car oui, la saison dernière, on peut le dire, a été ratée et il fallait vraiment rectifier le tir. Ce qui a été fait, beaucoup de lacunes qui avaient été reprochées à l'Asvel ont été en partie gommées par ce recrutement, à commencer par le poste de meneur de jeu. Avoir Nando De Colo en poste de meneur de jeu toute la saison pour passer de l'Euroleague à la Betclic Elite, c'est trop. On sait, Nando commence à avoir un certain âge, il faut le ménager, il ne peut pas se permettre de jouer 25-30 minutes en Betclic Elite et rebelote la semaine en Euroleague. Ça a été plus ou moins rectifié puisque c'est Paris Lee qui, il y a 2 ans, évoluait du côté de Monaco, qui a été recruté par l'Asvel. Paris Lee, c'était le meneur titulaire Panathinaikos, le club grec de l'année dernière, qui vient et c'est un très bon recrutement car Paris Lee, c'est un meneur qui distribue et qui organise plutôt bien le jeu et qui est aussi un gros défenseur. Et avoir un Paris Lee à la main à côté d'un Nando De Colo au poste 2, c'est une assurance. Ça, c'est quelque chose de très bien. On peut voir aussi qu'il y avait des soucis de scoring, de talent également dans l'effectif de l'Asvel l'année dernière. Et l'Asvel a essayé de rectifier ça en faisant venir Frank Jackson en arrière-scoreur américain. Alors, on espérera pour lui et pour l'Asvel qu'il fera mieux que son prédécesseur, Jonah Matthews. Mais voilà, on peut le dire, globalement, l'effectif de l'Asvel s'est étoffé, puisque là où il y avait 11 ou 12 joueurs la saison passée, voire même 10, puisqu'effectivement il y a eu des départs en cours de saison et des blessures, eh bien là, au début de la saison, le coach, toujours le même TJ Parker, pourra bien compter sur 14 joueurs. 14 joueurs, c'est beaucoup, mais 14 joueurs, c'est beaucoup, mais il y a également de la qualité. On peut parler notamment de la recrue star de cet été du côté de l'Asvel, Timothée Luwawu-Cabarro, le français, qui va venir un peu densifier le secteur extérieur et notamment le poste 3, là où l'Asvel a également beaucoup souffert. La raquette s'est densifiée. Exit, effectivement, les 3e pivots qui ne jouent pas beaucoup. Eh bien, cette saison, c'est John Egboudou qui arrive avec de plutôt belles références dans le championnat turc, qui viendra épauler Youssouf Afal et Geoffrey Lauvergne au poste 5. Poste 4, là aussi, un poste où l'Asvel a beaucoup souffert la saison dernière, eh bien, l'Asvel a été chercher le poste 4. Multiples joueurs NBA aussi,
qui évoluait du côté de Nancy la saison passée, un certain Mike Scott. Voilà. Maintenant, voilà, on le sait, l'Asvel est censé être le concurrent principal de Monaco en Betclic Elite, mais il y a de la concurrence. Et c'est pour ça que je les place, moi, pour la saison à venir, dans un range plutôt de entre la 2e place et la 5e place, puisque forcément, je promets la première place à l'équipe de Monaco. Il y a de la concurrence et il ne faut pas oublier non plus que la saison dernière, eh bien, l'Asvel a terminé 3e, mais en étant plus ou moins largué, en étant assez derrière une nette partie de la saison. Donc, ce n'est qu'à partir du moment où l'Asvel n'a plus rien joué en Euroleague qu'ils ont mis un petit coup de boost et qu'ils ont remonté petit à petit au classement. En termes, cette fois, d'interrogation, là aussi, il y a des choses à dire. Le coach principal est toujours le même, ce sera TJ Parker. TJ Parker nous a montré lors des 2-3 dernières saisons qu'il pouvait avoir quelques difficultés à s'appuyer sur la totalité de son effectif. Et TJ Parker est un coach qui s'appuie souvent sur 6-7 joueurs différents. Ça va être la première saison où TJ Parker aura piloté un effectif de 14 joueurs et je suis très curieux de voir comment il va faire. Il a eu par le passé 10-11 joueurs et on s'est retrouvé avec des joueurs du bout du banc, des joueurs frustrés par le rôle et qui n'arrivaient pas à donner la pleine mesure de leur talent. Alors, est-ce qu'on aura un bis repetita cette saison? Je n'espère pas pour l'ASvel, car chaque joueur peut apporter son écho. On a parlé de la gestion de l'effectif, on a parlé de la profondeur, mais il y a aussi l'âge. Quand on parle de gestion de l'effectif, c'est qu'il est impensable de voir un Nando De Colo jouer 25 minutes le week-end en Betclic Elite et enchaîner avec 30 minutes en Euroleague. Et quand je parle de Nando De Colo, ce n'est pas un cas isolé. Vous l'avez vu dans le roster, l'Asvel a un effectif avec des recrues, mais il y a aussi dans son effectif plusieurs joueurs qui ont dépassé la trentaine, et je parle de la trentaine bien tassée. Nous avons des Nando De Colo, des Charles Cahudi, des David Lighty, des Mike Scott, qui ont tous au minimum 34 ans. Il va falloir les ménager, et on sait que dans la difficulté, lorsque l'Asvel ne performe pas, eh bien TJ Parker a malheureusement la fâcheuse tendance à s'appuyer sur ses cadres. Et souvent, ces cadres sont ces joueurs expérimentés. Et on l'a vu l'année dernière, au fur et à mesure que la saison avançait, eh bien l'Asvel n'avait plus de gaz, effectivement, puisque le coach a trop tiré sur ses cadres. Le dernier point, également dans les interrogations, dans les doutes que l'on peut mettre, c'est le fait de performer tant en championnat qu'en Euroleague. La saison dernière, l'Asvel a terminé dernière de l'Euroleague. Forcément, ça ne doit pas se reproduire et c'est bien pour ça que l'Asvel a autant recruté en quantité, mais aussi en qualité. Maintenant, le revers de la médaille, c'est que l'Asvel nous a aussi habitués en championnat à délaisser un petit peu la scène nationale pour se concentrer vraiment sur les matchs d'Euroleague. On a vu que la saison dernière, ça pouvait poser problème. Ça pose problème parce que tu vas avoir un manque de rythme et quand la saison d'Euroleague est terminée, parce qu'on ne va pas se le cacher, les ambitions de l'Asvel de disputer peut-être les playoffs d'Euroleague, et c'est quelque chose qui va être très difficile à atteindre. Et donc, à un moment de la saison, l'Asvel fait le choix de laisser de côté un petit peu l'Euroleague et de se concentrer pour la fin du championnat, terminer à la plus haute place possible pour avoir l'avantage du terrain en playoff. Eh bien, on a vu que l'année dernière, ça a été quelque chose d'assez compliqué puisque l'Asvel n'a pas été chercher la 2e place, mais a bien terminé 3e et n'a pas eu l'avantage du terrain en demi-finale. Donc attention, surtout que derrière, il y a des concurrents qui commencent à pousser fort. Et donc, voir l'Asvel peut-être à la 5e ou 6e place en janvier, février, eh bien, il ne va pas non plus falloir attendre de délaisser l'Euroleague pour commencer à se mettre dedans pour remonter petit à petit en championnat. J'aimerais voir une Asvel beaucoup plus conquérante et beaucoup plus dominante, et ce, sur la durée, sur toute la longueur du championnat. Mais, si on laisse de côté les interrogations, il y a aussi des motifs d'espoir. Vous l'avez vu, il y a un effectif qui est assez large et qui devrait être largement capable de s'assurer de bons résultats, voire de très bons résultats en championnat. Également, il y a eu certaines lacunes qui ont été comblées, un manque à la main. Alors même si certes, on peut le voir, Noam Yakov serait a priori le 2e meneur de l'Asvel, il y a eu de grosses lacunes au poste de meneur de jeu l'année dernière avec Parker Jackson Cartwright qui a été un pari perdu, un pari malheureux, et D-Boss qui au final n'aura pas changé énormément de choses lorsqu'il est arrivé à l'Asvel en cours de saison l'année dernière. Nous avons un Paris Lee qui est une assurance tout risque qui devrait décharger Nando De Colo de la création, mais si besoin est, Nando pourra aussi prendre quelques minutes à la main. Nous avons également une raquette qui est beaucoup plus dense et aussi un extérieur
tête de gondole de ce recrutement, Timothée Lou Cabarro, qui devrait amener du peps, du scoring et une dimension athlétique qui a fait défaut à l'ASVEL la saison dernière. Parlons maintenant de la JDA Dijon, un effectif et un recrutement qui, selon moi, promet de très belles choses. Dijon a fait un peu dans la stabilité, mais a comblé certaines lacunes en ajoutant des pièces extrêmement importantes et surtout extrêmement prometteuses. Nous aurons toujours à la baguette le maestro David Holston, joueur incroyable, mais nous avons aussi conservé le Slovène Gregor Hrovat qui sort d'une Coupe du Monde plutôt réussie avec la Slovénie qui était un cadre de l'effectif dijonnais la saison dernière. Nous avons également le backup à la création Jonathan Boussel, Robin Ducoté et également Jacques Alinguet, le solide pivot défensif de la JDA Dijon qui sont restés, tout comme le coach Nenad Markovic qui fait du très bon travail. En termes d'arrivée, nous pouvons noter notamment un arrière scoreur qui peut jouer aussi bien sur le poste 2 que sur le poste 1 qui nous vient tout droit d'Allemagne, c'est Cameron Hunt qui a fait de très grosses sorties en pré-saison. Cet ajout-là est vraiment extrêmement intéressant puisque comparé à d'autres extérieurs qui sont passés par la JDA Dijon ces dernières saisons, eh bien Hunt va pouvoir également décharger David Holston de la création et c'est bien quelque chose qui a fait défaut à Dijon l'année dernière. Sur le poste 3 et 4, on peut le dire, nous avons deux piles de joueurs hyper athlétiques qui sont venus garnir les rangs de la JDA Dijon, qui nous viennent tout droit de l'équipe de Fos-Provence. Ce sont Dylan Afomama et Alan Dokossi. Alors ça, ce sont des ajouts extrêmement intéressants et nous en reparlerons peut-être dans les doutes et les interrogations. Et enfin, on peut le dire, la JDA Dijon a frappé très fort puisque Gavin Ware est parti, malheureusement pour Dijon, au Japon, mais la JDA Dijon a peut-être trouvé encore mieux avec l'un des meilleurs pivots du championnat de France depuis plusieurs saisons, c'est Vitalis Chikoko. Alors, certes, quand on parle de Dijon, c'est peut-être un nom qui fait un peu moins rêver que l'ASVEL et Monaco, et pour cause, Dijon ne figure pas parmi les plus gros budgets de la division. Mais c'est vraiment au fil des années que la JDA Dijon s'est imposée et s'est stabilisée comme un membre très important du championnat de France et figure maintenant depuis plusieurs saisons dans le top 6, voire même le top 5. Alors, la saison dernière, encore une fois, Dijon a terminé 4e et c'est pourquoi je les place encore une fois pour cette saison avec son bon recrutement et avec un effectif que je trouve même peut-être un poil supérieur à celui de la saison dernière. Eh bien, je les mets tout simplement dans un range comme l'ASVEL de 2 à 5. Dijon pourrait être 2e, ça ne me choquerait pas, mais Dijon pourrait aussi être 4e ou 5e. Je pense là, 4e ou 5e, c'est peut-être la place, c'est bel et bien peut-être la place de Dijon qui disputera aussi la BCL, une Coupe d'Europe. En termes de joueurs clés, sans surprise, nous aurons l'axe 1-5, David Holston et Vitalis Chikoko. Est-ce que la JDA Dijon peut faire mieux? Au vu de leurs moyens, la JDA Dijon a peut-être fait le maximum. Alors, est-ce qu'elle peut encore faire mieux? Ça va être très difficile vu la concurrence, mais pourquoi pas? Il y a un autre point aussi que j'ai mis en point d'interrogation, c'est que, on peut le dire, le meilleur joueur l'année dernière de Dijon, ce n'était peut-être pas David Holston, c'était bel et bien Marquis McDuffie, qui figurait parmi les meilleurs ailiers forts du championnat et les meilleurs scoreurs, qui a permis à Dijon de débloquer bien des situations. Pour le remplacer, eh bien, c'est Alan Dokossi qui aura les clés du camion avec en backup un certain Lazic. Alan Dokossi, donc, c'est un jeune joueur de 24 ou 25 ans avec un profil diamétralement opposé à celui de Marquis McDuffie qui était un scoreur. Alan Dokossi, c'est un joueur au profil plutôt défensif et qui était la saison dernière, je crois, le meilleur ou alors le deuxième meilleur rebondeur derrière l'inévitable Victor Wembanyama. Eh bien, Alan Dokossi, c'est un joueur qui n'est pas scoreur, qui a une adresse au tir assez faible, on va le dire, qui ne shoot pas vraiment à l'extérieur, soit complètement, on va dire, caricaturalement, une version totalement opposée de Marquis McDuffie. Alors, ça va être très compliqué de remplacer Marquis McDuffie. Je sais que les deux joueurs, Dokossi et McDuffie, ne sont pas comparables, mais je suis très curieux de voir ce que ça va donner et comment va être compensé justement le scoring que pouvait avoir McDuffie, qui a priori ne devrait pas être au poste 4. Certes, il y a l'ajout de Chikoko dans la raquette qui peut mettre des points, mais il ne faut pas oublier non plus que Gavin Ware pouvait mettre des points. Alors voilà. En complément de ça, nous avons donc ce constat. On a une raquette qui s'écarte assez peu. Vitalis Chikoko est un pivot qui peut dominer sous le cercle avec cette hook shot.
avec ses hookshots, pardon. Il peut peut-être prendre quelques shoots à 4-5 mètres avec fiabilité, mais on a eu l'habitude ces dernières saisons d'avoir des postes 4 de Dijon qui s'écartaient un minimum, soit pour prendre des tirs au périmètre, ou alors carrément pour s'écarter à 3 points. Chose que Alan Dokosi ne peut pas faire. Il est capable de jouer face au panier, mais parce qu'il va chercher des rebonds offensifs, parce qu'il est actif et qu'il délivre de la passe décisive, mais en termes de menaces, et pour écarter vraiment les défenses et laisser de la place dessous à Vitaly Chikoko, j'attends de voir, puisqu'on a vraiment une raquette qui s'écarte assez peu. Jacques Alinguet ne va pas s'écarter. Alors, Lazic pourrait le faire, mais quel va être son rôle? Et ça, c'est un point également d'interrogation. Parmi les motifs d'espoir, puisque je place quand même Dijon en haut du classement, eh bien, je trouve qu'il y a une énorme plus-value au rebond, avec l'ajout de joueurs comme Alan Dokosi, qui était le deuxième meilleur rebondeur du championnat, et Dylan Afomama, quand même. Vitaly Chikoko, qui est, à mon sens, un meilleur rebondeur que Gavin Ware. Nous avons également de la continuité avec une colonne vertébrale qui était déjà présente au club, un coach qui était déjà là, qui connaît l'écosystème du club. Et donc, on ajoute des pièces qui semblent être des plus-values. Donc, forcément, on aurait presque l'impression que Dijon pourrait faire peut-être encore mieux, ou au moins de faire d'aussi bons résultats. On a l'impression d'avoir un effectif dijonnais quantitatif, puisque les rotations sont doublées, qualitatif, parce que nous avons des joueurs cadres du championnat, David Holston, Vitaly Chikoko, nous avons des valeurs ajoutées, le deuxième meilleur rebondeur du championnat, un joueur Cameron Hunt qui valait près de 18 points en Allemagne. Nous avons une équipe qui est taillée pour la Betclic Elite en termes de profil de joueurs, de complémentarité, avec de la continuité. Pourquoi ne pas envisager une belle saison du côté de Dijon? Passons maintenant à la JL Bourg, une autre équipe que je place en haut du classement. La JL Bourg, eh bien, on ne connaît pas très précisément ni leur budget ni leur masse salariale, mais j'étais assez étonné de voir les noms s'empiler lors de leur recrutement. La JL Bourg a pas moins de 12 joueurs, donc un effectif vraiment rallonge, qui va étonner, mais qui est, on va dire, une agréable surprise. Nous avons des Jaquan Lewis, Bryce Brown, Jeremy Morgan, qui nous vient de Bonn également, et également des joueurs qui sont restés au club. Isaiah Mike, Hugo Benitez, Axel Julien, Kevin Kokila, Maxime Courby, et des arrivées peut-être un peu plus surprenantes. Maxime Salache, qui est venu compenser le départ tardif de Pierre Pelouse, qui a signé en Espagne. Zachary Rizaché, l'enfant prodige qui nous vient tout droit de l'Asvel, qui a été prêté. Et enfin, Bodian Massa, où à titre personnel, je ne pensais pas qu'il allait quitter Strasbourg. Et au final, un très très bel effectif du côté de la JL Bourg. Alors la JL Bourg, un peu à l'instar d'Odijon, c'est un club qui s'est stabilisé et a progressé au fil du temps dans la hiérarchie des équipes françaises. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Bourg ne figure pas parmi les plus petits budgets du championnat, bien au contraire. La saison dernière, la JL a terminé 5e et donc je les place encore une fois dans ce range-là de 2 à 5 comme l'Asvel, comme Dijon notamment, puisqu'on l'a vu, l'effectif de Bourg s'est étoffé, qu'ils ont déjà fait une bonne saison l'année dernière. Alors, il n'y a pas de raison pour que, avec les plus-values annoncées, qui semblent plutôt prometteuses, que Bourg ne réalise pas la même saison, voire peut-être même un petit peu mieux. En joueur clé, alors, ça a été difficile pour moi de ressortir un, deux joueurs, puisqu'effectivement, nous avons un effectif de 12, et que c'était déjà le cas la saison dernière. Freddy Fotou, qui est le coach de cette équipe, s'appuyait vraiment sur le collectif, et les temps de jeu étaient assez répartis. Alors, certes, on pourrait me citer du Jordan Floyd, James Palmer, qui étaient quelque peu les leaders la saison dernière. Mais là, sur les arrivées, que ce soit du Jeremy Morgan, du Jaquan Lewis, du Bryce Brown, qui a l'air également d'être une sacrée gâchette, et pourquoi pas l'explosion d'Hugo Benitez, difficile de ressortir un ou deux joueurs. On a vraiment l'impression que chaque joueur va pouvoir sortir de sa boîte au fil des matchs, et que la saison de Bourg va se faire plus ou moins comme ça. En termes de motifs d'espoir, commençons par les motifs d'espoir, on peut le dire, il y aura un effectif très large qui devrait pouvoir permettre à Bourg d'être compétitif sur deux tableaux, l'Eurocup et encore une fois le championnat. Également, on peut le dire, il y a du talent, il y a énormément de talent. Il y avait déjà du talent la saison dernière, mais là, avec les arrivées, notamment sur le backcourt, avec Jaquan Lewis, Jeremy Morgan, Bryce Brown, on a vraiment l'impression qu'il y a une dose de talent supplémentaire dans cet effectif. On peut aussi parler du remplacement de Adam Rima par
un jeune pivot français qui a une valeur montante, qui est Bodian Massa, et qui n'a certes pas forcément explosé comme on pouvait s'y attendre, et qui peut-être, sous les ordres d'un Freddy Fotou, pourra encore être amené à se développer davantage. Maintenant, passons aux interrogations, car il y en a encore quelques-unes. Et c'est un petit peu les mêmes que celles que j'ai décrites précédemment pour à la fois l'Asvel et pour Monaco. Quand on a un effectif large, il faut pouvoir donner du temps de jeu, des responsabilités et que chaque joueur soit à sa place. Et ça va être un petit point d'attention à l'attention notamment du coaching staff et de Freddy Fotou. Comment va se faire la gestion de l'effectif? On a vu notamment, par exemple, que les saisons passées, en accès Lugien pouvait être parfois un petit peu frustré avec des saisons collectives du côté de Bourg qui pouvaient plus ou moins bien se passer. Pareil à titre individuel. Et cette année, il a été dit publiquement d'ailleurs que Axel Lugien serait repositionné plutôt au poste 2. À voir. Il y a vraiment des choses comme ça sur l'utilisation des joueurs, sur la complémentarité, sur à quel poste on va les faire jouer, qui peuvent donner du souci, plus ou moins, ça reste hypothétique, à Freddy Foot. Une autre interrogation que l'on pourrait avoir, c'est l'utilisation des intérieurs. On a vu ça déjà la saison dernière. Bourg a eu du mal dans son secteur intérieur à pouvoir s'appuyer régulièrement et de manière fiable sur un intérieur. Amida Brima a été dans son rôle d'intérieur athlétique, tonique, qui vient contrer, plutôt défensif. Mais voilà, c'est plutôt offensivement que j'aimerais voir une plus-value apportée par Bodian Massa dans cet effectif de la JL Bourg qui l'année dernière se reposait quand même plutôt pas mal sur le secteur extérieur, à la fois avec James Palmer au poste 3, mais également avec des coups de folie signés Jordan Floyd. J'ai envie de voir une Bourg être un petit peu plus dans l'alternance et surtout d'avoir un pivot un petit peu plus scoreur. Alors je sais que Bodian Massa ne va pas marquer 15 ou 16 points la saison prochaine, mais j'aimerais le voir beaucoup plus utilisé, parce que peut-être que parfois il peut être frustré par ça dans son utilisation à la Sixth Zone. Et la dernière interrogation, eh bien, parlons encore de Bodian Massa. Alors, c'est une interrogation plutôt relative, mais c'est que nous allons bientôt débuter le championnat et nous avons actuellement 2 blessés dans le secteur intérieur. Alors, ça fait parallèle du coup à mon deuxième point qui est l'utilisation des intérieurs. Là, nous avons 2 cadres, 2 joueurs majeurs, des joueurs intérieurs de la JN Bourg qui sont blessés, qui rateront le début du championnat. Bodian Massa qui vient de se blesser et sera absent pour 6 semaines, qui va beaucoup plus responsabiliser Kevin Kokila et le troisième pivot également qui a signé au club, un certain Nigérian. Mais il y a également le Canadien Isaiah Mike qui était déjà là la saison passée, qui a été très bon dans les ligues d'été canadiennes cet été. C'est un petit peu dommage d'avoir son poste 4 et son poste 5 titulaire blessés pour la reprise. Mais que voulez-vous? C'est comme ça. Et il n'empêche que je promets une très belle saison pour la GNB. Parlons maintenant de la dernière équipe que je place en haut du tableau, on va dire de manière moins certaine. C'est le Paris Basket. Ah, le Paris Basket. Regardons ce recrutement. C'est très simple et ça va aller très vite. Je vous invite à rechercher la composition de l'équipe de Bonn de l'année dernière. Et bien voilà, bravo, parfait. Vous avez l'équipe de Paris de la saison prochaine. Et oui, car ce n'est pas moins de 5 ou 6 joueurs qui ont rejoint les rangs parisiens en provenance du club de Bonn en compagnie du coaching staff. Et oui, la première recrue de Paris a été d'officialiser la venue du coach montant finlandais Tuomas Nisalo. Eh bien, dans ses valises, il a amené avec lui pas mal de ses joueurs. Sébastien Herrera, TJ Short, qui a été le MVP en Allemagne, mais également le MVP de la BCL. Tyson Ward, Colin Malcolm, Leon Kratzer, Michael Kessens, donc tous ces joueurs-là évoluaient avec Tuomas Nisalo du côté de Bonn et on rejoint la capitale. Avec également d'autres recrutements comme Maxime Loeb qui nous vient tout droit de l'INSET, Nadir Ifi, la jeune pépite française qui évoluait au Portel, Gauthier Delis qui est un des seuls rescapés parisiens de l'année dernière, Banjassi qui a fait un court déplacement entre les Mets et Paris Basket, ou encore Enzo Charvin qui nous vient tout droit de l'élan Béarn. Alors, Paris, on le sait, c'est un club montant, un club qui ne va cesser de progresser autant sportivement que dans les moyens qui sont mis. On l'a vu, le recrutement a été assez clinquant puisque Bonn, l'année dernière, a fait une extraordinaire saison. Bonn est allé très loin et a gagné la BCL. Bonn a été très très loin également, a terminé premier de son championnat en Allemagne et elle est très loin en play-off et a fait une saison incroyable.
Paris, je les classe également dans un range de 2 à 5. Derrière Monaco, pour moi, il y a 3-4 équipes. Dijon, Paris Basket, la GNBO qui vont se battre effectivement pour les places qui vont rester. Mais c'est pour moi mon top 5. Paris Basket, la saison dernière, c'était 9e. Là, ils ont changé vraiment du tout au tout. Le coaching staff, les joueurs, donc difficile de dire qu'il y a de la continuité à l'échelle du club, mais par contre, on peut dire qu'il y a une certaine stabilité, une certaine forme d'alchimie qui fait office de motif d'espoir, puisque effectivement, nous avons la majorité d'une équipe qui était celle de Bob, qui se retrouve maintenant avec le même coach à Paris. Alors certes, l'environnement sera différent, l'adaptation peut-être au club et à ce championnat sera quelque peu différente, mais il y a une alchimie, il y a un collectif qui sera déjà en place, et ça peut faire gagner beaucoup de temps à Paris. Et surtout, on ne parle pas d'empiler les joueurs qui étaient dans un club à un autre, on parle d'une équipe, et surtout de joueurs qui étaient à Bonn et qui ont très bien fonctionné ensemble, puisque Bonn a quasiment tout gagné sur son passage. Et donc ça, on peut le dire, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Il y a eu une bonne, pour le jeu de mots, alchimie. Et il y a également une profondeur d'effectifs. Là où la saison dernière, Will Weaver pouvait avoir tendance à s'appuyer sur son 5 majeur plus 1 ou 2 joueurs. Il avait un peu du mal à piloter sur son effectif. Des blessures sont passées par là. Et bien là, Paris va avoir tout le loisir de compter sur 11-12 joueurs qui peuvent vraiment apporter. Et ça va être extrêmement intéressant pour performer, encore une fois, sur 2 tableaux. Sur la scène nationale, mais aussi en Coupe d'Europe. Et enfin, dans les interrogations, effectivement, on a une équipe qui a déjà réussi, mais c'est pas parce qu'on a réussi dans un contexte, dans un environnement donné, dans un championnat, que forcément ça va être synonyme de réussite dans un autre. Et on peut me dire également, peut-être que Bonn, oui, j'ai fait un lapsus, peut-être que Paris Basket n'aura pas cet effet de surprise. Les joueurs sont connus, le système Gisalo est connu, effectivement, il a les mêmes joueurs, avec 2 ou 3 ajouts en plus, Nadir Efini, Enzo Charvin, Dan Jassy, Mikael Liantunen, un autre Finlandais, et bien peut-être que Paris Basket, désolé, va ne plus avoir cet effet de surprise. Mais ça, l'avenir nous le dira, mais au vu du succès qu'a rencontré ce coach et ses joueurs la saison dernière, il est difficile de penser que Paris ne fera pas mieux qu'une 9e place. Je les vois absolument en play-off, et pourquoi pas, si la mayonnaise et si les aléas d'une saison de souris à Paris, pourquoi pas avoir Paris intégrer le top 4 ? Pourquoi pas ? Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était la première partie consacrée au top 5, on va dire, des équipes que je vois en haut du classement du futur championnat. On se retrouve très vite pour la deuxième partie qui sera plutôt destinée aux équipes que je vois entre la 6e et la 12e place. Autrement dit, les équipes et le noyau homogène qui devraient pouvoir se battre pour une place en play-off. C'était Ben, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous pensez de ce top 5 et dans quel ordre placer ces équipes. Et je vous dis à très vite. Ciao!